Oui, bonjour. Alors, donc, je suis Chantal Mallet, je suis praticienne de la technique du Theta Healing. J'ai aussi développé ma propre méthode, la méthode directe. Euh, et je travaille en présentiel. Euh, j'ai un espace à Mareuil-sur-Lay en Vendée, mais je travaille aussi beaucoup à distance, formation et consultation. Oui, alors je dois dire que ma recherche en psycholinguistique et, et tout ce qui concerne le fonctionnement du subconscient m'a beaucoup aidé à, je dirais, embrasser cette technique du Theta Healing, puisque le Theta Healing va fonctionner avec cette partie subconsciente du cerveau et est une technique qui, par une méditation simple que tout le monde peut apprendre, qui s'enseigne, que j'enseigne et qui s'apprend, euh, peut et va permettre d'avoir accès au subconscient profond des personnes. Oui, alors le mieux c'est peut-être de prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple vrai d'une personne qui est venue me voir, mais qui est un exemple que j'entends souvent aussi dans la vie courante et que vous avez peut-être sûrement entendu vous-même, de quelqu'un qui est venu me voir en me disant, je fais beaucoup pour les autres, je suis toujours là quand on a besoin de moi, mais quand j'ai besoin, il n'y a personne qui est là pour moi. Euh, donc ce que l'on découvre quand on travaille avec une personne comme cela et qu'on se connecte entre guillemets à son subconscient. Alors, juste une petite aparté, nos subconscients sont toujours en connexion. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais il faut juste se souvenir que la partie consciente de j'analyse, je comprends, je raisonne, le raisonnement conscient, etc., ne représente que 5% de la globalité de l'activité de notre cerveau. Donc, ça veut dire que au moins 90%, entre 90 et 95% de nos pensées sont subconscientes. Et donc, cela veut dire aussi que nous essayons de diriger notre vie avec 5% de conscient, quand 95% de subconscient est complètement en autopilote. Euh, donc, pour en revenir à comment on peut résoudre une problématique comme celle-ci, je dirais une première couche va être de se connecter au subconscient de la personne. Alors, ça peut être par le biais d'un questionnement, c'est-à-dire de demander à la personne de se connecter à ce ressenti de il n'y a personne qui est là pour moi et de voir quand ce ressenti a commencé au plus loin. Cela peut nous amener à des souvenirs d'enfance où peut-être elle était à l'école, peut-être que l'on faisait pression sur elle parce que sa maman lui faisait des bons petits goûters et puis on faisait pression sur elle. On lui disait bah, si tu ne donnes pas ton goûter, tu n'es pas gentil, je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir. Donc bien évidemment, pour être aimée, pour être acceptée, elle, bien sûr, elle donnait. Mais le programme n'était pas de recevoir, le programme était de donner pour être aimé, pour accepter. Mais on peut aller dans des couches euh, beaucoup plus profondes de son subconscient euh, par une méditation qui va nous mettre en ondes θ, qui sont des ondes très lentes du cerveau, et, et qui va permettre d'avoir accès à des scènes, à des images, un peu comme une lecture de médium, hein, euh, qui vont nous montrer que peut-être ces ancêtres sont venus de loin, peut-être que ces ancêtres ont dû quitter leur terre, peut-être qu'ils ont été chassés, peut-être qu'ils ont vécu un exode, ils ont dû se réinstaller euh, dans de nouvelles contrées, dans une nouvelle communauté, et pour se faire accepter, eh bien, ils donnaient.
Ils pouvaient donner les fruits qu'ils avaient dans leur jardin, ils pouvaient donner des, de la viande qu'ils avaient chassée ou qu'ils avaient des animaux qu'ils avaient élevés. Ils donnaient de leur temps. Ils donnaient à la communauté, mais ils donnaient toujours pour se faire accepter et pour se faire aimer de cette communauté. Et on peut remonter comme cela dans l'historique, au-delà de cette génération. On peut remonter à, euh, on peut retrouver des mémoires de religieux qui ont, euh, en cherchant Dieu, qui ont voulu se faire accepter en donnant, en étant dans le service aux autres. Donc cette dame, de nombreuses générations plus tard, euh, on pourrait dire, va en quelque sorte récupérer ce programme de je dois donner pour être accepté ou pour être aimé. Alors, en Theta Healing, on va toujours chercher pourquoi on vit ça. On considère que on ne vit rien par hasard ou inutilement. Et donc, on va toujours rechercher les qualités, les vertus, les apprentissages qui sont en arrière-plan de ce que l'on a vécu. Euh, une personne qui vit un trauma, ça peut être une personne qui a vécu un choc dans un accident, ça peut être une personne qui a perdu un être cher, ça peut être une personne qui a subi de l'abus. On va toujours chercher euh, pourquoi cette personne a vécu cela dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce que son âme apprend au travers de cela? Souvent, on va retrouver cette même problématique dans la lignée génétique et on peut remonter dans la lignée génétique. Euh, et c'est toute la lignée génétique qui a besoin d'apprendre. Mais ça peut aussi être juste cette personne qui a besoin d'apprendre quelque chose avec ce trauma. Donc une fois que l'on a trouvé ce que la personne est venue apprendre, parfois les personnes apprennent à, à être autonomes, parfois les personnes apprennent à accepter, à pardonner. Alors quand je parle d'acceptation, je ne parle pas d'être résigné ou de renoncer. Je parle bien de accepter ce qui est, apprendre ce que je viens apprendre avec ça et continuer de grandir et de laisser partir le trauma et le schéma. Parce qu'en fait, au bout du compte, il s'agit de cela. On considère que ce sont des apprentissages, même si ces apprentissages ont pu être violents, euh, ces apprentissages euh, font partie de ce que la personne est venue prendre dans cette vie. Une fois que l'on a compris quel était l'apprentissage, eh bien, on peut laisser partir le schéma d'apprentissage. Donc, on peut mettre fin à l'obligation d'être euh, d'être abusé, l'obligation de vivre des traumas pour grandir, pour apprendre, pour retrouver euh, qui on est et ce qu'on est dans, au plus profond de soi, dans sa vie. La séance va être pour une personne pour guérir une problématique. Une personne qui peut être malade physiquement, qui peut être en dépression, qui a une problématique non résolue. Et donc, on va euh, travailler avec cette personne pour résoudre sa problématique et pour qu'elle puisse avancer dans sa vie. Les séminaires de Theta Healing ont pour but de d'enseigner la technique du Theta Healing pour que les personnes puissent l'utiliser pour eux-mêmes ou pour qu'ils puissent l'enseigner à d'autres personnes et devenir
euh, praticiens, et puis peut-être instructeurs à leur tour. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, le- parmi les praticiens de Theta Healing, il y a euh, des personnes qui veulent juste apprendre cette technique-là, mais on va trouver aussi euh, on va trouver des personnes qui font de la sophrologie, on va trouver des personnes qui peuvent faire des techniques énergétiques, qui peuvent être kinés, ostéopathes, médecins. Euh, oui, bien sûr, tout à fait. C'est une technique qui vient en complément et qui souvent va euh, aider et apporter des réponses là où l'autre technique va trouver les limites, va se heurter aux limites du conscient ou des blocages subconscients de la personne. Alors, le crystal viewing c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, qui est un petit peu anecdotique dans la pratique du theta healing. Alors, il faut savoir que le crystal viewing est une technique très ancienne, qui a été redécouverte, approfondie par Christina High, qui est une amie de Viana Stibal, qui est la fondatrice du Theta Healing, et elles ont ensemble participé à développer le Theta Healing. Et au début, le Theta Healing était très expérimental, et cette pratique du crystal layout ou crystal viewing, la vision par les cristaux, faisait partie de ces exercices qui étaient très expérimentaux à l'époque, hein. On essayait, on voyait si ça marchait, et voilà, c'était très empirique. Euh, Ensuite, Christina, quand elle en parle, elle dit, mais moi j'ai préféré prendre cette partie légère et amusante du Theta Healing avec le crystal viewing, avec les cristaux, et puis j'ai laissé la partie euh, libération des mémoires subconscientes à Viana, et pour elle, c'est une partie un peu plus lourde qui ne l'attirait pas vraiment. Mais voilà, c'est une technique que l'on va utiliser souvent, toujours pour aller rechercher des qualités, des vertus positives ou que l'on voudrait retrouver dans cette vie. Et on va aller faire ça, voilà, par un voyage astral, et les cristaux en fait vont servir de vaisseau euh, dans lequel on va être en sécurité pour aller voyager dans l'astral. Alors, les cristaux ne vont pas jouer un rôle dans le processus de guérison comme on peut l'attendre, c'est-à-dire on ne va pas utiliser les vertus des cristaux pour euh, pour ce voyage. Euh, les cristaux vont être mis à la tête, aux pieds et autour de la personne, et la personne va aussi avoir un cristal au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, un petit cristal au niveau de la gorge pour favoriser la parole, et puis surtout, ça va être le plus important, un cristal rutilé qui va être au niveau du troisième œil. On utilise surtout ce qu'on appelle en anglais des clear crystals, des cristaux clairs, des cristaux de roche. De l'améthyste, on peut utiliser de la citrine, on peut utiliser un petit rubis au niveau de la gorge. Euh, et surtout, le plus important, on va utiliser un cristal rutilé au niveau du troisième œil pour favoriser le voyage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, on peut l'utiliser pour aller trouver des informations sur son propre passé, sur sa propre lignée génétique, ou si, pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, sur des connaissances que l'on avait euh, dans d'autres espaces-temps ou autres expériences de vie. On peut aller retrouver des vertus que l'on avait en tant que guérisseur pour savoir guérir avec des plantes, guérir avec des cristaux. Euh, mais on peut aussi aller voir les pyramides en construction à cette époque-là, puisque en fait le temps n'existe que sur notre planète. Notre planète, la planète Terre, en fait, est régie par de grandes lois. Bon, un peu plus, il y a aussi la loi du magnétisme, mais euh, est essentiellement régie par la loi du temps et la loi de cause à effet. Et donc, en fait, c'est cette loi du temps qui nous donne cette notion de passé, présent et futur. Mais dès que l'on sort de cet espace physique, magnétique de la Terre, il y a plus du tout cette notion de passé, présent, futur. Tout est en même temps, alors peut-être dans des espaces différents ou dans des couches différentes, mais tout est en même temps. Ce qui fait que ce passé que l'on pense être disparu, en fait, on le retrouve, il est là, il est encore là, il est encore inscrit dans des espaces-temps au niveau astral. Euh, et on peut retrouver des mémoires comme cela, on peut retrouver un peu comme des films qui ont été imprimés et qui sont stockés comme cela dans l'astral. Et d'ailleurs, ça me rappelle une émission scientifique que j'avais regardée il y a 2 ou 3 étés de cela, et c'était un physicien qui expliquait que euh, en faisant des recherches sur la matière noire et sur les trous noirs, il s'était aperçu qu'en fait, lorsque un objet tombait dans un trou noir, oui, bien sûr, l'objet était perdu, mais les informations concernant l'objet, donc par exemple, si c'était un portefeuille, sa taille, est-ce qu'il était fait en cuir, est-ce qu'il était fait en matériaux synthétiques, ses dimensions, le nombre de pochettes, le design, etc. Toutes ces informations-là étaient stockées à la surface du trou noir. Donc en fait, toutes ces informations par rapport au passé que l'on pense perdu sont stockées euh, comme des voilà comme dans un ordinateur géant qui stocke les informations. Et on a accès à ces informations, notamment au travers des voyages astraux. Et donc, si le passé n'existe pas, ça veut dire que le futur n'existe pas. Et le futur est toujours de toute façon dépendant du présent. Le futur est dépendant de nos pensées présentes, de nos actions présentes. Et le futur est inscrit quelque part en fonction de nos pensées présentes. Si nos pensées changent, le futur changera. Oui, je pense que ça aide. Oui, je me suis aperçue que les gens qui font euh, qui veulent apprendre cette technique du crystal viewing, souvent ont cet amour des cristaux, aiment les cristaux, s'intéressent en tout cas aux vertus des cristaux. Et même si dans cette formation, on utilise un nombre limité de cristaux, c'est toujours un petit peu un moment privilégié de choisir ces cristaux, de choisir les cristaux que l'on va mettre sur la personne. Parce que rien qu'au niveau des cristaux clairs, j'ai parlé du cristal rutilé, mais il y a aussi ce qu'on appelle des cristaux chamaniques qui sont chargés ou d'éclats de métaux ou de choses comme ça à l'intérieur et qui parfois qui sont très très puissants. Mm.
C'est une technique qui est puissante et c'est pour cela aussi qu'il est important de l'apprendre avec quelqu'un qui a fait cette formation avec Christina High et qui a été certifié par Christina High. Oui, alors la méthode directe est issue de la méthode Sedona. La méthode Sedona, c'est l'histoire de Lester Levinson, un Américain qui, à 42 ans, était arrivé au bout de sa vie après son deuxième infarctus. Mais il avait, puis 10 ans, il avait des migraines chroniques, il avait une hypertrophie du foie, il faisait 2, 3 jaunisses par an, il avait des calculs rénaux, des calculs biliaires. Quand il n'était pas en hypertension, il était en hypo. Enfin, je veux dire, son corps était un immense chantier, on peut dire. Et donc, à l'âge de 42 ans, il a fait son deuxième infarctus, donc auquel il n'aurait jamais dû survivre. Et quand on l'a renvoyé chez lui dans son appartement en lui disant ne vous penchez pas, vous pouvez tomber raide mort à tout moment, on lui a dit qu'il n'en avait que pour quelques semaines à vivre, en tout cas très peu de temps. Euh, il s'est euh, posé une question que peu de gens peut-être se seraient posée. Il s'est assis dans son fauteuil après avoir absorbé le premier choc et la peur panique de mourir, où il s'est assis dans son fauteuil, il s'est posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Lester Levinson était quelqu'un de très intelligent, d'une intelligence hors norme. On pourrait le qualifier maintenant de très haut potentiel. Euh, mais je pense qu'au-delà de cela, euh, il avait peut-être suffisamment bien travaillé dans ses vies précédentes et il était revenu dans sa vie pour montrer que l'on pouvait se réaliser dans sa vie, dans cette vie. Euh, et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait en 3 mois et il l'a fait en comprenant que tout ce que l'on vit dans notre vie, tout ce qui maintient notre subconscient en place, sont simplement 3 besoins primaires, ce qu'il appelle les 3 besoins primaires de l'ego, qui vont être la motivation pour toutes les peurs, toutes les résistances, tous les jugements de soi, puis tous les autres sentiments et émotions que l'on connaît, et puis tous les films, toutes les situations que l'on crée à partir de ces émotions et qui sont un besoin de sécurité, qui est en lien à un manque de sécurité, besoin également, si j'ai besoin, ça veut dire que je manque, un besoin de sécurité, un besoin d'approbation, de reconnaissance, d'amour, c'est la même chose, et un besoin de contrôle. Je contrôle pour avoir l'approbation, pour me sentir en sécurité, et je contrôle aussi pour me sentir en sécurité. Et donc, le déblayage va, euh, être, va être cette partie de la méthode directe où l'on va prendre à reconnaître, à identifier les manques qui sont en arrière-plan de chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune des situations que l'on manifeste dans notre vie. Euh, Lester dit cette manifestation que l'on essaye si fort de faire dans notre vie, je veux manifester euh, l'abondance, je veux manifester une belle voiture, je veux manifester la santé, etc. En fait, et ça nous demande beaucoup d'efforts pour le faire. Il faut beaucoup travailler pour aller libérer au niveau du subconscient tout ce qui empêche cette manifestation de se faire. Et en fait, on manifeste tout le temps, mais on manifeste avec ces 95% de subconscient qui est retenu seulement par ses besoins d'approbation, ses besoins de contrôle et ses besoins de sécurité. Donc, en allant libérer ces besoins d'approbation, de contrôle et de sécurité, on va permettre
aux pensées de changer. On va passer de pensées de je n'ai pas à des pensées de j'ai. Et en le faisant régulièrement, on va commencer à manifester des choses que l'on veut vraiment dans notre vie. Et notre vie va pouvoir commencer à changer. La partie euh, détachement de la méthode, c'est un exercice très puissant qui est basé sur ni attachement ni aversion. C'est ce que Lester Levinson avait compris et c'est dans la lignée de cette voie hindoue qui est très ancienne et qui remonte euh, par, euh, par Yogananda, par Ramana Maharshi, Vivekananda, Ramakrishna jusqu'au premier rishi, qui est cette voie de la voie bouddhiste aussi, de ni attachement ni aversion. Et donc, on y apprend un exercice qui s'appelle ni attachement ni aversion pour apprendre à libérer pour, par rapport à des situations, mais ça peut être apprendre à libérer les attachements et les aversions à vouloir avoir le contrôle dans sa vie, par exemple. Mais ça peut être aussi à avoir l'abondance ou ça peut être à vivre sur Terre. Ça peut être aussi quelque chose de plus simple. Ça peut être à euh, prendre un nouveau travail, prendre un nouveau job dans sa vie. Alors, on le fait déjà avec, vous savez, quand on fait la colonne, avec les avantages, les inconvénients. Mais quand on fait cette colonne, les avantages et les inconvénients, en fait, on ne fait que la moitié du travail. Et on fait fait le travail sur la partie attachement seulement, et on le fait avec notre mental. Cet exercice que l'on fait va beaucoup plus loin puisque on va aller libérer les besoins primaires d'approbation, de contrôle et de sécurité qui sont en arrière-plan de ce qui retient les avantages et les désavantages dans la partie attachement, mais aussi euh, des, des besoins primaires qui retiennent ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, qui sont en lien avec la partie aversion, puisque la partie aversion, c'est un attachement à tenir éloigné de soi, un attachement à rejeter, à repousser. Et une fois que l'on a fait ce travail en profondeur de ni attachement ni aversion, on arrive à un point de neutralité, le point zéro, qui rend absolument tout possible. C'est-à-dire que je peux faire le choix de prendre ce travail, je peux faire le choix de vouloir contrôler dans ma vie, mais je le fais sans attachement, je le fais en étant détaché. Et puis la troisième partie de la méthode qui va être une partie très importante, qui est la méditation. La méditation, ça m'a pris du temps avant de m'y mettre parce que je faisais partie de ces gens qui étaient absolument comme une pile électrique dès qu'il s'agissait de méditer. Et je m'ennuyais beaucoup en méditation. Et maintenant, je comprends pourquoi. En fait, Lester Levinson nous explique pourquoi cela arrive et il nous donne une approche de la méditation qui est pour moi beaucoup plus accessible, qui est de méditer en posant une seule question. Et cette question doit être dirigée vers l'être, qui l'on est, ce que l'on est au-delà du corps, au-delà du mental, au-delà du physique. Et cette question doit être maintenue de manière concentrée. Donc en fait, le mental ne va pas se retrouver en panique parce que il est dans ce vide et le mental ne peut pas être vide. C'est impossible puisque le mental est constitué uniquement de pensées conscientes et subconscientes. Donc c'est impossible de vider le mental. Si on veut vider le mental, il faut se délester complètement du mental. Mais tant que l'on n'a pas fait cela, le mental ne peut pas être vide. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'essayer de vider son mental en méditation. Alors que si
on garde une pensée très focalisée sur, par exemple, qu'est-ce que ce monde, euh, qu'est-ce que le corps, que sont les autres, euh, quelle est cette existence sur Terre, qui est le rêveur, qui est le penseur, et puis la question finale qui est que suis-je? Si on maintient ces questions de manière très concentrée, on commence en allant à l'intérieur, en allant à la rencontre de son être à l'intérieur, ou en allant faire l'introspection de son mental, en se retournant sur soi-même et en allant à l'intérieur pour dire, allez, maintenant, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans ce mental. Elle est où la réponse? Et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et en faisant cela, c'est comme si on ouvrait des espaces et on va plus loin et on va plus loin. Et même lorsqu'il y a des images qui viennent, on laisse passer et on continue cette espèce de traversée qui nous emmène immanquablement dans un espace de lumière où on va se sentir nourri. Et là, on sait que l'on est en lien, en contact, en connexion avec notre véritable être. Et c'est absolument merveilleux. Elle va souvent à l'encontre de ce que l'on utilise dans les autres méthodes. Dans les autres méthodes, ça passe toujours ou souvent par une phase de mental. C'est-à-dire, je fais des choses pour avoir un résultat. Euh, Avec la méthode directe, je ne vais pas forcément aller soit revivre une situation, je vais toujours travailler à laisser partir l'histoire, laisser partir le film, reprendre ma place d'observateur, d'observatrice, retrouver le rêveur en moi qui vit ce film, qui vit cette histoire, et juste laisser partir, effacer. C'est comme si j'effaçais le mental. Alors, au début, oui, on utilise un peu le mental pour effacer le mental, mais c'est une technique qui va effacer le mental. Je dirais que peut-être que ce qui s'en rapproche le plus, c'est le Quantum Entrainment de Frank Kinslow, le QE, euh, qui est la guérison quantique, où on va dans un espace de rien et où la partie la plus difficile va être d'arrêter les pensées. Et c'est une technique qui est très puissante, qui fonctionne très bien. La, c'est une technique qui est difficile pour les gens qui ont un mental fort. Et pour les gens qui ont un mental fort, la méthode directe est plus abordable parce que justement, on utilise ce tout petit peu de mental pour décider de lâcher le mental, pour décider d'effacer les films, d'effacer les histoires. Mais je dirais que ce soit le quantum entrainment, que ce soit la méthode directe, les deux vont aller euh, vers lâcher le mental, c'est-à-dire arrêter d'être celle ou celui qui fait, qui est un programme très ancien du subconscient, où quand je lâche ce programme, je m'en remets à l'être, mon être infini, au-delà du mental, au-delà du scénariste, au-delà du rêveur, et où je m'en remets à Dieu. Et j'arrive dans cet espace où je lâche prise et je laisse faire Dieu. Une légèreté immédiate. Parce qu'il y a ce travail, ce petit travail de kinesthésie qui est important quand on libère. C'est-à-dire quand je décide, euh, par exemple, si je lâche mon besoin d'approbation,
je décide, je lâche mon besoin d'approbation, je le lâche, je le lâche, et je me remplis. Et je me remplis de cette approbation qui est déjà là à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je fais de la place pour l'être infini que je suis et je le laisse s'expanser. Et là, ça a une espèce d'effet airbag. Et là, je vais ressentir une puissance à l'intérieur de moi qui, qui prend sa place. Je la dirige à l'avant de mon corps pour que ça circule dans ma vie. Et là, je vais me réaligner et je vais permettre à l'être infini que je suis de, je dirais presque de s'asseoir dans, dans mon corps. Et cela, ça va me donner tout de suite le sentiment de je suis maître de ma vie. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Et ça, c'est un sentiment important. Le fait de décider de laisser partir le film va déjà permettre, lorsque l'exercice est terminé, et l'exercice est très court, de se dire, ah oui, non, il n'y a plus de film. Non, non, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'impact émotionnel. Ça, c'est la première chose. Il n'y a plus d'emprise. Et oui, je sens que oui, cette approbation que je recherchais tant, je l'ai, elle est là. La méthode directe va s'adapter à chaque personne. Elle est parfois au début un peu déroutante parce que on demande aux gens de laisser partir des manques d'approbation, des manques de contrôle, des manques de sécurité qui retiennent des émotions, des émotions de ne pas être reconnu dans sa vie, des émotions euh, quoi que je fasse, j'ai l'impression que tout m'échappe, il y a toujours quelque chose de moche qui arrive dans ma vie. Ça peut être déroutant au début parce que c'est comme si ça vidait le mental. Et les personnes peuvent avoir un temps d'adaptation à cela. Mais une fois que les personnes comprennent que oui, tiens, il y a la situation qui change autour, une fois que les gens ont compris que, ah oui, j'ai moins souvent des personnes qui viennent me demander des choses et puis qui me donnent rien en retour. Tiens, les gens celui-là qui ne me disait jamais merci, eh ben maintenant il commence à me dire merci. Et puis j'attends moins de l'extérieur puisque j'ai compris que je ne devais pas attendre du monde, attendre des autres, attendre de l'extérieur, mais que je devais euh, aller le chercher à l'intérieur et le laisser s'expanser. Et, et une fois que les gens commencent à avoir des petits résultats, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ils s'approprient cette méthode directe et ils l'utilisent eux-mêmes dans leur vie. Et ça, c'est extraordinaire parce que ils deviennent à ce moment-là leur propre thérapeute. Tout le monde peut en bénéficier. Si nous sommes tous ici, chacun d'entre nous sur cette terre, c'est parce que nous sommes tous ici pour apprendre. Euh, Ça me fait penser à un proverbe aborigène, mais je crois que je ne vais pas réussir à le retrouver. Mais c'est en gros, c'est un proverbe qui dit: Nous sommes tous de ce temps, de ce lieu. Nous sommes ici pour euh, pour observer, pour grandir, pour aimer. Après quoi, nous retournons à la maison. Et et en fait, c'est cela. À partir du moment où nous sommes tous ici sur cette terre, nous sommes tous des occasions les uns pour les autres et nous sommes tous un peu des facettes les uns des autres. C'est-à-dire que lorsque je vois quelqu'un qui me dérange, cette personne me montre des facettes de moi-même que j'ai pu être, que j'ai encore en moi, mais peut-être que je rejette, ou peut-être que je ne me les autorise pas.
Euh, et donc, en cela, je dirais que la méthode directe, oui, nous concerne tous. Pour les deux, souvent, c'est une légèreté. Parfois, il m'arrive d'utiliser, euh, il m'arrive d'utiliser la technique du Theta Healing pour faire une session. Et il m'arrive d'utiliser la méthode après ma session de Theta Healing. Parce que le Theta Healing est un peu comme un acte chirurgical euh, dans le subconscient. J'ai une problématique, je veux voir d'où ça vient, pouvoir libérer le schéma d'apprentissage, peut-être libérer au passage quelques vœux, quelques contrats, voilà. Peut-être que le schéma peut être retenu par des vœux de pauvreté, par des vœux de célibat, par des vœux de chasteté, par des vœux d'obéissance, par des vœux de souffrance, par des vœux de sacrifice. Ok. Donc, je vais aller voir cette mémoire qui est à l'origine ou la série de mémoires qui en sont à l'origine. Je vais libérer ça depuis le point d'origine. Je vais libérer toutes les situations, les films. Je vais libérer toutes les personnes sur les lignes génétiques, les mémoires historiques, libérer au niveau de l'âme, libérer les contrats, les obligations, etc. Mais je me suis aperçue que parfois, alors le premier bénéfice tout de suite, c'est que la personne dit, c'est comme si un poids était énorme, était parti. Et là, la personne apprend que elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit d'être elle-même, qu'elle a le droit de briller, etc., etc., etc. Mais quelquefois, euh, le programme met du temps avant de partir parce que il peut y avoir autre chose en lien euh, qui ne faisait pas partie de ce film, de cette série de films ou de mémoires que l'on est allé voir et qui va faire que ça va revenir parce que c'est bloqué ailleurs dans un autre espace du subconscient. Et le fait d'utiliser la méthode directe terminée après ma session de Theta Healing pour vraiment terminer le travail, ça va me permettre de libérer les besoins d'approbation, les besoins de contrôle, les besoins de sécurité qui sont en arrière-plan. Mais ça va libérer aussi les mémoires, les films, les histoires qui sont en lien avec le besoin d'être connu, avec le besoin d'avoir la sécurité ou avec le besoin de retrouver sa maîtrise. Et donc, ça me permet d'avoir un nettoyage complet d'une problématique. Alors, l'efficacité de la technique, ce sont les personnes qui en témoignent. Je dirais que en Theta Healing, à 98%, c'est un succès. Alors, quelquefois, on peut avoir ce qu'on pourrait appeler des échecs ou, je dirais, des résistances. Ces résistances sont seulement des résistances du subconscient qui, quelque part, ne veut pas se séparer de ses programmes. Parce que le subconscient a un bénéfice, et qui est connu en psychologie, hein, le bénéfice caché. Euh, il y a des personnes qui viennent vous demander de l'aide, mais en fait, qui ne veulent pas forcément qu'on les aide ou qui ne veulent pas forcément qu'on les libère. Si je peux vous donner un exemple en Theta Healing, c'est un exemple que donne Viana Stibal dans ses formations d'une dame qui était venue la voir avec un cancer du sein. Euh, et Viana travaillait régulièrement avec cette dame et le cancer régressait un peu, le cancer était stable, mais le cancer était toujours là. Et une journée, Viana dit à cette dame qu'elle appelle Lucie, euh, Lucie, comment ça se fait que ton cancer soit encore là après tout ce qui a été travaillé en Theta Healing? Et Lucie lui dit, ah, mais je ne veux pas guérir, je ne veux pas que mon cancer guérisse,
Elle lui dit, mon cancer, c'est ma punition pour mon mari qui m'a trompée avec ma meilleure amie. Et donc, en fait, elle voulait juste que son cancer soit gérable. Elle voulait juste culpabiliser tellement son mari et l'obliger à s'occuper d'elle euh, le plus longtemps possible pour le reste de sa vie. Sauf que, évidemment, à ce jeu-là, on gagne rarement et que elle a voulu essayer un nouveau traitement qui a fait flamber son cancer et elle est morte peu de temps après. Mais tout cela pour vous dire que cette personne a pu identifier pourquoi elle ne voulait pas guérir. Euh, mais parfois, les personnes n'arrivent pas à le savoir ou n'arrivent pas, c'est tellement ancré profondément et ça a été recouvert tellement de couches et par un espèce de blindage que c'est très difficile. Alors peut-être que pour cette personne et pour d'autres personnes, ça n'est pas de cette vie-ci. L'expérience va être vécue, je dirais, jusqu'au bout de la vie de cette personne, où que soit le bout. Euh, c'est ce qui peut empêcher euh, qu'une guérison se fasse. Que ce soit avec le Theta Healing ou que ce soit avec la méthode directe. Si la personne, vraiment au fond d'elle-même, n'a pas vraiment envie de changer ou n'a pas vraiment envie de guérir, au final, c'est ce que l'on dit avec la méthode directe, c'est une décision, c'est ce que disait Lester Levinson, c'est une décision. Hmm. Et c'est la personne qui décide. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, on peut, on peut aider la personne à libérer au niveau du corps. D'ailleurs, il y a un cours de Theta Healing qui s'appelle Anatomie intuitive, et puis qui est un cours de euh, 15 journées de formation, et puis un cours de 10 journées de formation qui est maladie et désordre, où on apprend à voir que certains programmes euh, sont en lien avec certaines maladies et certains systèmes du corps. Euh, Par exemple, les intestins sont beaucoup liés à des vieilles mémoires, des mémoires ancestrales. Ça peut être la peur d'avancer, ça peut être la peur d'être trahi. On peut retrouver de la colère, on peut retrouver des ressentiments au niveau des intestins. Le système urinaire aussi est lié aux vieilles mémoires ancestrales. Ça peut être la peur du changement, ça peut être la peur d'avancer. On sait que le système lymphatique, par exemple, est beaucoup lié euh, au combat, à la lutte. Je dois lutter, je dois combattre. Et quand il n'y a plus d'ennemis, le corps va se combattre lui-même et on arrive à des maladies auto-immunes. Le système circulatoire est en lien avec le donner et recevoir l'amour. Et si c'est un problème cardiaque, c'est plus parce que je ne sais pas recevoir l'amour. Si c'est par exemple un AVC, c'est plus parce que je ne sais pas accepter l'amour. Peut-être que je sais le recevoir, mais peut-être qu'inconsciemment je ne sais pas l'accepter. Euh, donc oui, en allant travailler sur les programmes en lien avec les systèmes du corps, on peut aider, on peut libérer au niveau du corps les mémoires inscrites dans les cellules mêmes, dans la mémoire émotionnelle, dans la mémoire cellulaire. On va libérer ces mémoires et permettre au corps d'accepter la guérison. Parfois, cela se fait de manière euh, euh, secondaire. Je me souviens d'une personne avec qui j'avais travaillé après une tentative de suicide et on avait libéré une mémoire de jumeaux, qui est une mémoire que l'on retrouve assez souvent. Et ces mémoires de jumeaux, euh, d'avoir été séparé d'un jumeau dans sa vie intra-utérine, euh, peut faire que les personnes vont euh, développer de la tristesse sans savoir pourquoi. Euh,
peuvent s'empêcher de vivre pleinement leur vie. Les personnes peuvent se sentir coupables. Et après avoir travaillé sur la libération de cette mémoire avec cette jeune femme, elle m'avait écrit peut-être 8 jours après, je crois, 8, 10 jours après. Et elle m'avait dit, Chantal, bénéfice secondaire, mon hypertension que j'avais depuis 10 ans s'est réglée toute seule. Donc parfois, ça arrive spontanément. Et c'est toujours merveilleux. Alors, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de qualité requise, mais si, je dirais que ce qui va faire que vous allez être un bon praticien, et Viana Stibal le dit toujours, ça va être la gentillesse. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir praticien de Theta Healing? Et c'est une chose merveilleuse parce que vous pouvez vous aider, c'est un peu, je veux dire, comme faire de la magie, quoi, hein. Voilà, je me connecte, je demande au créateur de tout ce qui est, à mon être infini en moi, au je infini en moi, de, de libérer quelque chose, de faire un nettoyage au niveau du subconscient de la personne, du corps, et de le remplacer par de l'amour, par de la lumière, par des programmes positifs. Et ça se fait. C'est extraordinaire. À chaque fois, je suis absolument émerveillée. Faites-le pour cet émerveillement-là. Faites-le pour aider l'autre. Faites-le parce que vous êtes au service de l'autre et que vous êtes à votre propre service, bien sûr. Ne le faites pas pour avoir un titre de praticien, pour avoir une pratique et ensuite gagner de l'argent. C'est pas, ça ne fait pas de bons praticiens. Faites-le vraiment parce que vous aimez les gens, parce que vous aimez l'autre. Et c'est cette gentillesse qui va faire que vous allez vous connecter depuis votre, pardon, que vous allez vous connecter depuis votre cœur. Vous allez vous connecter depuis cette dimension infinie à l'intérieur de vous. Vous allez vous connecter au travers de l'amour. Pas de l'amour comme on l'entend en général dans notre vie, non, du- d'un amour, d'une puissance inouïe. Et c'est la puissance de cet amour qui va agir à travers vous, qui va œuvrer et qui va faire que l'autre va la ressentir, va s'y connecter et va accepter la guérison. Et, mais sinon, tout le monde peut apprendre cette technique puisque elle nous renvoie à qui on est, ce que l'on est, au-delà du corps, au-delà du mental, et nous sommes tous la même être-té, nous sommes tous la même unité qui se voit apparemment divisée et séparée. Mais nous sommes tous cette unité, donc chacun a accès à cette puissance infinie. Elles viennent, elles viennent toujours à moi, j'imagine, comme elles viennent vers chacun des instructeurs. Euh, je pense qu'elles viennent aussi, elles sont attirées par l'énergie peut-être que chaque instructeur va dégager ou de ce qui émane de chaque instructeur. Et, mais en général, ce sont les personnes qui viennent à nous. Oui, je peux, lorsque je vois qu'une personne est intéressée, je peux lui dire, bah, écoutez, c'est une technique qui peut s'apprendre si ça vous intéresse de l'apprendre. Euh, mais en général, ce sont les gens qui viennent à nous et souvent via le site officiel de Theta Healing qui est www.thetahealing en un seul mot.com. Être prêt. Être prêt veut dire euh, je n'ai pas d'obstacle. Parfois, j'entends de plus en plus des
que des personnes s'inscrivent à des cours et puis les annulent au dernier moment ou ont demandé beaucoup de facilité de paiement. Je dirais, si les conditions ne sont pas réunies, ne forcez rien. Si, si ça n'est pas le moment pour vous, ne forcez pas à accepter. L'acceptation, c'est ça aussi. C'est j'accepte que peut-être ça n'est pas le moment pour moi. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, si ça n'est pas ce que Viana appelle mon divine timing, mon timing divin, mon plan divin, euh, je vais ramer à contre-courant, je ne vais pas l'utiliser bien. Euh, Trop de gens veulent aller vers cette technique, l'apprennent et puis ensuite n'en font rien. Quel dommage. Et souvent, c'est parce que les gens veulent forcer et ne pas attendre d'être prêts ou que les conditions soient prêtes. Et vous savez que les conditions sont prêtes quand tout est fluide. Euh, vous vous sentez, vous avez le temps, vous vous sentez ouverte à cette nouvelle technique, vous avez l'argent pour le faire, ça vient, ça se fait facilement, tout est fluide. Là, allez-y, foncez. Euh, Faites les 4 premiers modules et vous aurez un outil extraordinaire euh, pour, pour agir dans votre vie et pour aider les autres. Si vous n'avez pas ces conditions-là, ne forcez pas. Ça, c'est mon conseil en tout cas. Oui, je suis visible sur mon site internet, euh, tout droit vers soi.com avec un petit tiret entre chaque mot, tiré du 6. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis euh, sur YouTube euh, et sur Conscience Média. Euh, et, et puis, je suis principalement joignable par téléphone. Vous pouvez m'envoyer aussi par mail. Euh, chantal.tdvs@gmail.com. Et je réponds principalement, voilà, par mail, par téléphone et via mon site internet.